Prêt pour l'impact, c'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie. Et aujourd'hui, je reçois Henri Gaudron, bonjour. Bonjour. Président de Biocop, bienvenue à vous. Comme son nom l'indique, c'est une coopérative. Combien de magasins? Quelle philosophie? Présentez-nous Biocop. Alors, Biocop, c'est une coopérative de magasins, de producteurs, de salariés et de consommateurs. On est unique sur le marché à avoir cette décomposition et cette multitude d'acteurs. 747 magasins aujourd'hui et un développement qui se maintient, qui se développe, et on est les leaders sur la distribution bio spécialisée. Ouais. C'est quoi la philosophie? C'est important de parler quand on dit coopérative. C'est quoi la logique, la philosophie? Alors, la philosophie d'une coopérative, c'est de pouvoir partager le pouvoir, de pouvoir se dire, et c'est typiquement le cas au conseil d'administration, où j'ai à la fois des producteurs qui, eux, veulent pouvoir vendre et vivre décemment de leur travail, et on en reparlera tout à l'heure avec on va parler de commerce équitable, évidemment. C'est très important pour nous. On a des salariés qui sont là aussi parce que ils font le travail de Biocop, mais que ce soit aussi Biocop, les magasins, mais aussi on a des salariés de groupements de producteurs qui sont représentés, et les consommateurs qui sont là aussi pour nous aiguillonner, j'allais dire, un peu aussi sur le prix. Oui, ce qui est normal, ce qui est très bien. Et au sein du conseil d'administration, donc on partage cette vision tous ensemble. Le but, la philosophie de Biocop, c'est de développer l'agriculture biologique. Donc, on a vraiment cette mission depuis maintenant 40 ans. On est sur quel modèle économique? Alors, un modèle économique... Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire un adhérent, j'allais dire une voix, c'est voilà, la logique. Le principe d'une coopérative, c'est un homme, une voix. Alors nous, c'est un petit peu différent parce que c'est un magasin, une voix, un groupement de producteurs, une voix, un sociétaire salarié, une voix, et une asso de consommateurs aussi, une voix. Et on est sur cette logique de partage, on est sur cette logique de discussion incessante pour faire avancer le modèle agricole, pour développer l'agriculture biologique. Et on a rajouté dans un souci de coopération et d'équité. Vous êtes vous-même à la tête d'un magasin? Oui, j'ai plusieurs magasins. J'ai 3 magasins dans la Manche, 3 magasins en Normandie, et j'ai pris la présidence de Biocop depuis maintenant 2 ans. Qu'est-ce que ça apporte? Est-ce qu'il faut forcément être à la tête d'un magasin? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il faut comprendre, avoir les mains dans le cambouis en quelque sorte? Alors, pas forcément, parce qu'on a par exemple 2 producteurs. On a Mathieu qui se présente comme éleveur de patates, donc qui fait de la culture de grands champs, de plein champ dans le Nord. Et Johan qui vient de nous rejoindre, qui est apiculteur dans le Limousin. Et ils connaissent parfaitement bien le monde agricole, ils connaissent parfaitement bien maintenant Biocop parce que ça fait des années qu'ils travaillent avec nous, et ce sont aussi d'excellents administrateurs qui connaissent bien les problématiques à la fois des magasins. Il ne faut pas forcément être directeur de magasin pour être à la tête du réseau Biocop. Non. Dans les statuts, on peut très bien avoir soit un producteur, soit un magasin. Ça permet d'avoir cette diversité et puis de pouvoir vraiment parler de l'agriculture biologique. Vous êtes rentré en 2013, c'est ça, chez Biocop? Exactement. En quoi? En ouvrant un premier magasin? J'ai racheté un magasin après une carrière dans le domaine bancaire. J'ai racheté le magasin d'Avranches en 2013. J'en ai créé et voilà maintenant. Est-ce que vous imaginiez devenir président? Non. Comment c'est venu alors? Alors comment c'est venu? Un intérêt pour la politique interne chez Biocop. On a la particularité d'être une coopérative très vivante, puisqu'on a beaucoup d'élus dans différentes commissions, beaucoup de postes, et chacun prend la parole. C'est vraiment Alors, j'ai pu vivre notamment dans des coopératives bancaires où c'est très feutré, j'allais dire, les discussions. Chez Biocop, on sait discuter, on discute franchement entre nous. Vous n'êtes pas forcément d'accord? Et heureusement, on a heureusement des désaccords, sinon ce serait trop simple et on se dirait, voilà, avec une seule voix, c'est quand même problématique. Donc on a très souvent des désaccords, mais c'est aussi la richesse, et c'est comme ça. Après, quand on se met d'accord, on avance, et on avance toujours dans cet objectif de développer l'agriculture biologique. Et c'est très intéressant, c'est très fort. Des discussions importantes, mais on a toujours ce cap. Comment on peut faire pour développer? Quelques chiffres, le chiffre d'affaires consolidé TTC 2024, presque 1,8 milliard d'euros. Vous nous l'avez dit, 740, aujourd'hui 747 magasins. Alors, vous avez prévu un plan stratégique jusqu'en 2029 avec pas mal d'ouvertures de magasins. Tout à fait. Je vais juste revenir sur les chiffres d'affaires parce qu'on a consolidé le chiffre d'affaires 2025. Ah, ça y est, vous l'avez. Et 1 924 000 millions, pardon.
Ouais. Donc on n'est pas loin des 2 milliards. Voilà, et on va objectif que vous avez très certainement quoi. atteindre le 2 milliards cette année. On est en bonne voie parce que le début d'année est encore très bon. Et on gagne des parts de marché, ce qui veut dire qu'on est le leader et on se développe bien et vite. Et donc 160 nouveaux magasins, tout à fait prévus. L'objectif, alors on n'a pas sorti de chiffres comme ça au hasard parce que c'est le travail de toutes les commissions. Je parlais des élus. On a des commissions qui travaillent sur le développement chez nous et qui connaissent le terrain, qui savent, oui, tiens, à tel endroit, on pourrait avoir un magasin parce qu'il y a du potentiel. Et quand on compile ça, on arrive à 900 magasins. Peut-être qu'on sera à plus, peut-être qu'on sera à moins, peu importe, mais ça nous donne un cap. Et la particularité, comme on est une coopérative, on n'a pas d'actionnaire, donc si on fait moins, c'est pas grave. Si on fait plus, tant mieux, parce que ça développera l'agriculture biologique. Comment vous décidez d'ouvrir un magasin? Est-ce que vous regardez la concurrence? Est-ce qu'il y a déjà pas mal de magasins bio autour, etc. Alors, on a des études géomarketing qui sont assez poussées, qui nous permettent de pouvoir définir un potentiel pour le magasin. Il y a des zones où le potentiel peut être assez élevé et on peut se dire oui, ok. Il y a des zones où le potentiel va être trop faible et on se dira non, à court terme c'est pas possible parce que on n'aura pas suffisamment de clients. Et après il y a toute une analyse. On accompagne les porteurs de projets. Donc les porteurs de projets, ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas encore de magasin Biocop, je vous invite à vous renseigner et c'est très bien, c'est vraiment un très très beau métier. Et on accompagne nos porteurs de projets, soit pour un essaimage s'ils ont déjà un magasin, soit pour une création ex nihilo, c'est comme le terme qu'on utilise. Et partant de là, on va vraiment accompagner dans la durée. La création d'un magasin prend entre 9 et 18 mois, ça dépend vraiment de pas mal de facteurs, l'immobilier, la formation, et on va accompagner les porteurs de projets de façon à ce que ce soit une réussite, et on a beaucoup de réussite chez Biocop. Alors, je vais peut-être que c'est un cliché, c'est pas grave, je vais l'assumer, mais est-ce que vous ouvrez forcément des magasins dans des zones où il y a une population... une catégorie socio-professionnelle, un tissu socio-économique plus riche qu'ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il faut un potentiel de pouvoir d'achat plus important pour ouvrir un magasin Biocop ou pas du tout? Alors, les cas sont très divers. Si je prends mes 3 magasins, Avranches, dans la Manche, qui est une sous-préfecture de la Manche, petite commune de 12 000 habitants, Saint-Lô, qui est la préfecture de la Manche, et Saint-Hilaire-du-Harcouët, qui est une petite commune, et pour autant, ça marche. Milieu rural, il y a tout type de clients, des CSP+, mais des CSP aussi. Il n'y a pas de règle absolue. Non. Et bien au contraire. Ce qui nous importe, c'est de pouvoir ouvrir le magasin, le pérenniser, parce qu'on a vraiment cette approche-là de se dire, si on ouvre un magasin, il faut qu'il puisse tenir dans la durée. Et on a des magasins qui sont dans des zones extrêmement rurales, on a des magasins qui sont dans des zones extrêmement urbaines, Paris et autres agglomérations. On n'a pas de modèle type et on n'a pas de modèle pour dire, voilà, un magasin, c'est 300 mètres carrés, c'est tac, tac, tac. Non. Chaque magasin va être différent, avec des typologies vraiment différentes, avec sa propre histoire, sa propre philosophie. Et demain, vous voulez ouvrir un magasin dans la Creuse, s'il y a le potentiel, on y va, il n'y a pas de problème. Et donc, les produits qu'on va trouver dans ce magasin, ils sont forcément prioritairement locaux, ils sont forcément prioritairement de saison, ou alors c'est pas le premier critère? Alors, là, on va parler de la saisonnalité. Oui, ça c'est un critère extrêmement important. On se refuse, et ça fait des années, même des décennies, qu'on refuse d'avoir des produits hors saison. Donc, nous sommes au mois de février. On va pas manger des fraises. Vous n'aurez pas de fraises. Elles vont arriver, les premières arriveront probablement au mois de mars, mais vous n'aurez pas de tomates, par exemple, parce que les tomates, c'est pas du tout la saison. Pas de poivrons, pas d'aubergines. Et ça, c'est un critère qu'on a depuis très longtemps. D'accord. Chez nous. Le critère de saisonnalité. Le critère de la localisation. La localisation. On travaille essentiellement avec nos producteurs locaux, et pas que, heureusement, parce que sinon, on aurait certains produits qu'on ne pourrait pas avoir dans nos magasins. On travaille en moyenne avec on fait 15% de notre chiffre d'affaires avec de la production locale. En moyenne, on a à peu près 70 à 80 fournisseurs locaux pour chaque magasin. Quand on dit locaux, là aussi, c'est quelle moyenne 45 km du magasin. C'est ambitieux. Il y en a qui affichent des producteurs locaux sur un rayon beaucoup plus large. Nous, la règle, la distance maximale pour le local, c'est 150 km, qui se trouve être la distance du département de la Manche entre le nord et le sud, qui se trouve aussi être la distance entre l'est et l'ouest d'un département que j'aime bien, qui est le nord.
Et il nous paraissait cohérent d'être sur une échelle départementale. Alors, si on va un peu parler du marché du bio, et puis je vais commencer par donner quelques chiffres sur le comparatif entre mi-2025, mi-2024. Marché du bio en France, plus 8,8% en vente directe, plus 6,2% en magasins bio spécialisés, plus 1,4% en grande distribution. Donc une tendance générale qui est plutôt positive. Je m'arrête un instant, tiens, sur la grande distribution. Est-ce qu'elle joue vraiment le jeu du bio? Ah, question délicate. Ouais. Est-ce qu'elle joue le jeu du bio? Pas suffisamment à notre goût, et on aimerait bien qu'elle le fasse davantage. Pourquoi? Parce que moins il y a de bio en grande surface, plus les clients se tournent vers nous, bien sûr. Mais on oublie tout l'écosystème qu'il y a derrière. Il y a des producteurs, il y a des transformateurs, et quand une grande surface décide de déréférencer un produit, ça a des impacts sur toute la chaîne. Ouais. Et on a vu des producteurs qui étaient vraiment dans des situations très critiques parce que il y a eu des déréférencements. Alors ça peut être le transformateur, que ce soit des gâteaux, de la viande ou autre. Effectivement, quand vous déréférencez un produit, ça a des impacts sur le transformateur et aussi sur les producteurs. Et on a eu des producteurs dans des situations très critiques. Biocop n'a pas changé. Si vous avez un magasin qui fait 300 mètres carrés, c'est 300 mètres carrés de produits exclusivement bio. Et on n'a pas déréférencé un produit parce que non, on a gardé la même gamme. On propose 10 000 produits bio à notre catalogue. Alors, on n'a pas, et heureusement, 10 000 produits au magasin, ça serait un peu beaucoup. On a environ 3 000 à 4 000 produits, mais on a un catalogue de 10 000 produits. Ouais. C'est votre DG Franck Poncet qui dit « Le bio n'est plus en crise, Biocop en est l'exemple ». Déjà, combien de temps elle a duré, cette crise? La crise, elle a duré 18 mois. Ouais. Grosso modo, non, je vais avoir des dates précises. 16 mai 2021, on sortait du confinement. Et jusqu'à début 2023, effectivement, là, on a une période très compliquée. Nous avions tous de bonnes résolutions avec le Covid, de changer le monde, de manger plus sainement, etc. Et puis, déconfinement, on s'est tous... On s'est tous rués sur les restaurants, et puis on a un petit peu oublié nos grands principes. Je parle d'un point de vue général. Et puis après, il y a eu aussi une période d'inflation qui a démarré avec la guerre en Ukraine. Perception d'inflation, et je vais revenir dessus. Parce que, on va parler des prix, on va parler des prix. Pendant cette période de crise, on a eu une inflation alimentaire qui est entre 22 et 24%. Pour Biocop, on a eu, dans cette même période, une inflation de 12%. Et pourtant, on continue de vous dire régulièrement, le bio, c'est trop cher. Voilà. Mais j'invite vos téléspectateurs à venir voir, à venir comparer. Que ça soit pour des fruits et légumes, que ça soit pour des produits de grande consommation, on est souvent, pas pour tout bien entendu, mais on peut être moins cher que du produit conventionnel en grande surface. Est-ce qu'on ne revient pas à une part de responsabilité de la grande distribution qui a peut-être fait sa marge sur le bio de temps en temps? Alors, pas uniquement. Moi, je pense qu'il y a aussi des multinationales qui ont imposé leur souhait d'avoir des marges importantes. Quand vous avez des produits de très grandes marques, je ne vais peut-être pas en citer là, vous vous battez, les grandes surfaces se battent pour avoir des prix bas. Oui, il faut faire de la compensation de marge. Péréquation de marge, ce que tout commerçant connaît. Et la péréquation de marge dit que on va marger un peu plus sur d'autres produits. C'est ça. Le bio en fait partie, mais pas que. Et tout le monde s'est battu pour des produits vraiment de grandes marques. Tout le monde se bat pour les produits de grandes marques et va marger un peu plus sur d'autres produits. Je voudrais qu'on parle, d'ailleurs ça touche aussi l'équitable, c'est-à-dire qu'il y a des produits dont les grandes surfaces ne vont pas pouvoir se passer, parce que il faut absolument que ce soit dans les linéaires, avec des géants de l'agroalimentaire qui là, alors là c'est la marge, c'est quasiment zéro, et donc la marge, ils vont la faire sur le bio ou sur l'équitable. Vous avez décidé de lancer des fruits et légumes labellisés bio-équitables en France, c'est ça? Tout à fait. Alors ça concerne combien de producteurs, et puis quel est l'objectif? Alors l'objectif chez Biocop, toujours, c'est de travailler dans un souci d'équité. Et se dire que si on a un producteur, il doit pouvoir vivre décemment de son travail, parce qu'il bosse au quotidien dans sa ferme. Et la labellisation bio-équitable en France permet d'assurer à nos producteurs une juste rémunération de son travail. On a signé des partenariats avec des producteurs, donc les partenaires de Biocop, sur les fruits et légumes. On l'a fait également sur les laits végétaux, boissons végétales, pardon. Les boissons végétales, et ça permet d'assurer à la fois
une pérennité de la relation, parce qu'on s'engage sur plusieurs années, des débouchés, et surtout du prix aussi, parce que pouvoir dire à un producteur, par exemple de pommes, je pense à Bio Centre-Loire, pouvoir dire, voilà, on s'engage à prendre tel volume pour 2026, 2027, 2028, et à un prix minimum qui sera défini, ça permet d'avoir une visibilité, ça permet de prévoir aussi les investissements, parce que comme tout chef d'entreprise, un exploitant agricole, il doit pouvoir avoir une visibilité. Est-ce que ça veut dire, j'en reviens au prix, pour le consommateur, alors on recevait Blaise Desbordes, le DG du label Fairtrade Max Havelaar, il y a peu de temps. Est-ce que ça veut dire peut-être un 1 centime, enfin vous voyez, un prix un peu plus élevé? Et est-ce que vous l'affichez d'une certaine façon? Alors, le prix sera toujours un petit peu plus élevé, parce que la norme de commerce équitable prévoit un reversement, un fonds de développement de l'ordre de 1%. Mais c'est rien sur un kilo de pommes, ou c'est rien sur une tablette de chocolat. Le commerce équitable, c'est pas des surcoûts, il ne faut pas le voir comme ça. Par contre, ça permet vraiment de pérenniser et se dire que oui, dans 5 ans, dans 10 ans, on aura bien les mêmes producteurs qui seront là, parce qu'on n'aura pas cherché à entre guillemets, les tuer en baissant les prix sans arrêt. Donc, très très léger surcoût, c'est pas ça qui va jouer. Ça fait partie de vos, j'allais dire obsessions, c'est le mot peut-être un peu fort, mais cette histoire de prix, c'est-à-dire que parce que j'ai vu que vous étiez engagé là en 2025, vous avez baissé les prix sur plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de produits, donc à quel point ça fait partie de la stratégie de croissance de Biocoop dont on a parlé tout à l'heure? Alors, le prix, c'est toujours un critère important pour le consommateur, et ça on l'entend. Avoir un prix juste, parce qu'on ne fera jamais du discount. Pourquoi on ne fera jamais du discount? Parce que ça veut dire que derrière, il faut serrer tous les prix. Il faut vraiment chercher à gagner quelques centimes sur le produit, aller chercher de l'emmental plus loin, parce qu'on aura, ou du lait, parce qu'on a eu du lait bio qui venait d'autres pays européens. C'est pas la philosophie de Biocoop. Nous, on est là pour avoir un prix juste, un produit à prix juste pour tout le monde. Pourquoi on a pu baisser les prix? Assez simplement, comme on a de plus en plus de clients qui viennent, économie d'échelle, on a pu réduire le prix de pas mal de produits. On continue en 2026 à travailler sur cette stratégie de pouvoir rendre accessibles nos prix. Non, vous disiez que la crise du bio, elle est derrière nous. Sauf que, il se trouve que j'ai interviewé l'ancienne présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, il y a assez peu de temps, qui disait qu'il y a plus de déconversion d'agriculteurs du bio que l'inverse aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est vrai? On a eu, et ça dépend aussi des filières, on a eu des filières qui étaient en grosse difficulté, on a des filières qui se portent bien. Et globalement, on voit pas mal de conversions, ou pas mal de jeunes qui se réinstallent. On a des déconversions. Alors, j'ai suivi pas mal le lait, parce que j'étais dans une commission sur le lait. Oui, on a eu des déconversions. On a une décapitalisation, c'est-à-dire une perte de cheptel, qui pose question toujours, et c'est préoccupant. Après, il faut que les politiques aussi jouent le jeu. C'est la question que j'allais vous poser. Ces déconversions, elles s'expliquent par quoi? Parce qu'en même temps, les agriculteurs, ils demandent pas c'est une activité qui est sans doute trop subventionnée. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un moment où ils voudraient bien y échapper aux subventions et aux aides de l'État. Oui. Que là, il fallait mieux les accompagner? En termes de financement de la bio, en termes de subventions, il y a eu des coupes majeures, et la Cour des comptes a établi un rapport là-dessus. Il y a eu des coupes majeures, et on voit qu'il y a un rapport entre le premier décile et le dernier décile des agriculteurs, mais qu'ils soient bio ou non, avec des gros agriculteurs qui touchent énormément d'argent, avec énormément de subventions, et des plus petits qui sont malheureusement pauvres, parce qu'il y a vraiment une réelle pauvreté, que les paysans soient bio ou non. Mais il y a vraiment cette problématique. Donc là, le politique doit aussi s'emparer de ça, et assurer. On parle beaucoup de souveraineté française. La ministre a fait le grand réveil alimentaire. Biocoop, on travaille énormément dessus, puisqu'on a pu relocaliser beaucoup de filières. On a travaillé ça. On travaille avec énormément d'agriculteurs français. 87% de notre offre est d'origine française.
je ne suis pas pressé d'avoir du chocolat ou du café en France. Ça serait signe quand même d'un réchauffement dramatique. Oui. Ça explique les 13% voilà. restants. Bon, on l'a bien compris. Et alors sur ce rapport avec le politique, avec Naturalia et La Vie Claire, vous avez décidé de quitter l'agence bio. C'est l'agence de l'État qui a été créée pour justement promouvoir le bio. Pourquoi vous claquez la porte? C'est une décision du syndicat. Je ne vais pas forcément m'étendre dessus. Vous n'étiez pas forcément sur cette ligne-là, voilà. Si je comprends bien. On va dire ça. Okay. Cette agence, alors on peut poser la question différemment. L'agence bio, à quoi elle sert? Pourquoi il faudrait la booster? L'agence bio, elle a 3 missions. D'une part, l'information, la communication. Deuxième point, les fonds Avenir Bio et la synthèse du marché. Sur la communication, il y a eu les campagnes de communication BioReflex qui ont été un succès pour pouvoir parler de la bio. Et ça touche tout le monde, que ce soit la grande distribution comme pour les magasins bio spécialisés, mais également la vente directe, etc. Donc ça permet de réunir tout le monde et se dire, voilà, on peut faire une campagne de communication. Les fonds Avenir Bio, ce sont des fonds européens qui sont redistribués pour des projets d'avenir dans le milieu. Et ça, l'agence bio est primordial pour pouvoir le faire. Et enfin, c'est aussi une analyse du marché, parce que le rapport de l'agence bio est toujours regardé avec attention, parce que comme c'est une agence qui dépend aussi... dépend aussi du ministère de l'Agriculture, on a des chiffres qui sont fiables et qui nous permettent d'avoir une vue globale du marché qui est très intéressante. Donc je défends l'agence bio. Il y a eu très bon travail de fait depuis des années. Après, on a dit que ça coûtait trop cher. C'est des budgets qui sont ridicules par rapport au budget de l'État. Mais il y a eu quelques pressions politiques, quelques bisbilles politiques, vais-je dire, qui fait que, voilà. Alors, vous savez, il y a un principe dans cette émission. L'invité du Grand Entretien pose une question à celui ou celle de la semaine d'après. Alors, il y avait Esther Creuser-Delbourg qui était à votre place la semaine dernière, qui est économiste de l'eau, cofondatrice de Waterwiser, qui vous pose forcément une question sur l'eau. Bonjour Henri, je voudrais savoir s'il y a des cultures bio qui font plus ou moins de pression sur l'eau. Alors là, question très précise, très technique. Et puis, alors, je vous laisse répondre, puis ensuite, j'en aurai une autre derrière. Très bien. Alors, sur la pression sur l'eau, le cahier des charges bio n'a pas de particularité, ne traite pas ce sujet-là. Par contre, chez Biocop, on a beaucoup de projets, notamment de plantation de haies. Parce qu'on sait que quand on plante des haies, on a un meilleur équilibre de l'eau. Ça permet à la fois de limiter les irrigations, ça permet d'avoir beaucoup d'apports. Et on a ce programme-là. Et après, chacun, donc nos 20 groupements, ont des démarches aussi vertueuses. Je pense à Biocop... Cop Latour ou Univers, qui ont mis en place des systèmes d'irrigation en goutte à goutte, plutôt que d'avoir, comme on peut le voir dans le maïs, des chaînes d'irrigation qui balancent de l'eau en pleine journée et ça s'évapore aussitôt. Là, il y a vraiment eu un travail de réflexion là-dessus pour pouvoir maîtriser l'eau, parce qu'on sait que c'est une ressource très précieuse, en danger, et il faut faire très attention à ça. Mais c'est intéressant, ça veut dire que la pression d'eau, donc la quantité d'eau utilisée pour un produit, rentre pas dans les critères du label. Je trouve que c'est intéressant. C'est ce que je trouve que c'est intéressant, parce que tout le débat qu'on a eu avec Esther Creuser-Delbourg, c'était de dire qu'il y a une forme d'invisibilisation de l'eau. Oui, complètement. C'est quand même une erreur quand on y réfléchit. Si vous prenez un grain de blé bio ou un grain de blé conventionnel, vous aurez, en termes de consommation d'eau, sensiblement la même chose. Par contre, si vous avez des grandes surfaces, des grandes plaines qui sont couvertes de champs sans aucun moyen de retenir de façon naturelle, je ne parle pas des bassines qui sont une catastrophe, là, l'eau va pénétrer dans la terre, va être évacuée aussi par les rivières. Si vous avez un système bocager, si vous avez des haies, ça permet de conserver l'eau plus longtemps. Et c'est un système vertueux qui permet d'assurer mieux l'avenir. Pourquoi les bassines sont des catastrophes? Il n'y a pas des endroits où il y en a besoin? Alors, les bassines, quand je parle de bassines, je vais parler de grandes bassines. Les méga bassines. De tout temps, dans l'agriculture, on a fait des mares, on a fait des retenues d'eau à l'échelon local. Mes parents étaient exploitants agricoles, il y avait aussi une mare, et c'était très bien, parce que ça permet aussi d'avoir un écosystème, ça permet d'avoir une biodiversité, les grenouilles, les crapauds, c'est très utile. Par contre, se dire on va pomper dans les nappes phréatiques pour pouvoir avoir à disposition de l'eau l'été quand on en aura besoin, on vide
on vit de la baignoire. Enfin, c'est vraiment ridicule. Par contre, oui, avoir des retenues collinaires, avoir des retenues à l'échelle d'une ferme, oui, c'est utile, mais sans déshabiller aussi le reste de la collectivité. Allez, un dernier mot, il nous reste 1 minute, c'est passé vite. Vous avez lancé, il y a un fonds de dotation Biocop. C'est quoi le fonds de Alors, le fonds de dotation Biocop a 10 ans. C'est un fonds qui permet d'aider, de subventionner, d'accompagner des grands projets de société. Je pense notamment à un sujet qui est très prégnant chez nous, c'est la sécurité sociale de l'alimentation. Je n'aurai pas le temps d'expliquer en 1 minute, mais grosso modo, comment faire pour pouvoir accompagner tout le monde à manger sainement. Et c'est des projets qui se sont développés à Montpellier, à Saint-Étienne, à Angers, Montreuil. Il y a eu beaucoup de projets comme ça qui permettent d'avoir une réflexion sur l'alimentation saine et vertueuse. Merci beaucoup, Henri Gaudron, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables.